Salut, c'est Charlène, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais répondre à toutes vos questions, à toutes les questions que vous m'avez posées sur Instagram. Au départ, je voulais cuisiner en répondant aux questions, cuisiner un petit truc, montrer une petite recette en répondant aux questions. Sauf qu'en fait, je me suis dit que ça allait être compliqué de faire deux choses en même temps. Je ne sais pas faire. Donc, plutôt de m'emmêler les pinceaux et tout, je me suis dit on va faire un truc simple. Je vais répondre aux questions. Et on commence tout de suite avec la première, qui est: comment t'es venue l'idée de devenir coach sportif? Alors, comment l'idée m'est venue? Je l'avais dit, je crois que je l'avais dit dans la vidéo que j'avais faite « Qui suis-je ?», où je me présentais. L'idée m'est venue vraiment quand je me suis blessée. Donc, c'était quand j'étais en fac de psycho. Je faisais beaucoup de sport. Donc, j'allais à la salle. Donc, je faisais de la musculation en salle. Et je courais. Plus de 30 km par semaine, donc ça faisait quand même pas mal. Et en fait, je me suis blessée au genou, donc je ne pouvais plus du tout, c'était très compliqué pour moi de marcher déjà parce que j'avais des fourmillements dans la jambe. Du coup, j'ai dû complètement m'arrêter pendant 3 semaines, et je pense que ça a duré un peu plus longtemps. Ça a duré peut-être plus d'un mois sans faire de sport, vraiment. Même de la musculation, on me disait qu'il ne fallait pas que j'en fasse. Donc vraiment, c'était super difficile pour moi de tenir. Vraiment, mentalement, moralement, c'était compliqué. Et c'est là que je me suis dit, franchement, le sport, ça a tellement de place, ça prend tellement de place dans ma vie. Et du coup, c'est là que je me suis dit que voilà, je lâchais la fac et puis que j'allais commencer à rechercher s'il n'y avait pas des formations dans le coin et tout. Et puis voilà, donc c'est vraiment à ce moment-là, en fait, quand je me suis blessée, que j'ai beaucoup réfléchi et je me suis dit, mais en fait, ça prend tellement de place dans ma vie que je vais en faire mon métier, quoi. Ça me passionne et voilà, c'est ce que je veux faire. Voilà pour cette question. Ensuite, question numéro 2, pourquoi as-tu voulu t'orienter vers le métier de coach? Quelles ont été tes intentions? Bon, elle ressemble beaucoup à la première, mais je vais dire des choses différentes. Pourquoi coach? C'est vrai que j'aurais pu faire autre chose que coach. En fait, tout simplement parce que donc c'est vrai que je suis passionnée de sport, ça c'est sûr et certain. Mais en plus, ce qui me passionne encore plus, c'est de tenter, c'est d'essayer des nouvelles choses et de transmettre en fait ce que je fais, ce que je sais et ce que je teste. C'est apporter de la valeur en fait. J'adore ça. Et en plus de ça, pousser les personnes les personnes que je coach, j'adore les accompagner. Franchement, c'est comme si je ressentais en fait. C'est comme si j'étais à leur place en fait quand je les coach, quand ils ont des résultats, je le ressens énormément, je suis hyper impliquée dans mon travail et ça m'importe beaucoup, ça m'impacte énormément. Ça me rend vraiment heureuse de voir que les personnes se poussent et même sont fières d'elles. Parce qu'au départ, généralement quand les personnes viennent à moi, c'est un peu parce qu'elles sont un petit peu perdues et tout. Et quand elles commencent à avoir des résultats, c'est tellement satisfaisant, c'est tellement... t'es trop content parce que tu te dis que la personne... elle commence à avoir des résultats et elle se sent de mieux en mieux. Elle a de plus en plus confiance en elle. Et franchement, c'est tout ce que je veux en fait. C'est que la personne, elle se sente bien dans son corps, dans sa vie, etc. Et ça, depuis toute petite, je le voulais d'ailleurs. Depuis toute petite, je le ressens au fond de moi. Je me dis, je veux faire quelque chose qui impacte les gens. Je veux aider les gens, je veux aider les gens à se sentir mieux dans leur corps, dans leur vie, etc. Et ça, je l'ai toujours ressenti au fond de moi. Ça a toujours été... Je savais, en fait, que je voulais faire quelque chose... je voulais apporter mon aide aux gens, tout simplement. Je ne savais pas comment, mais je voulais absolument le faire. Donc voilà, c'est trop profond. C'est un truc qui est hyper personnel, que j'ai toujours ressenti au fond de moi. Mais voilà. Et donc, mes intentions, c'est ça. C'est que en fait, les personnes se poussent à aller au-delà de leurs limites et se rendent compte que c'est possible, en fait. Que tout est possible si vraiment tu t'investis dans quelque chose. Et voilà, vraiment c'est ce que je veux délivrer aux gens à travers le métier de coach du coup. Alors, pour la 3e question, le coaching et YouTube, c'est ta seule source de revenus ou tu as autre chose à côté? Donc non, c'est pas ma seule source de revenus. Déjà YouTube, j'en vis pas du tout. Et le coaching, j'ai des personnes que je coach donc en ligne, j'en ai en réel aussi, donc qui viennent chez moi parce qu'on a une salle qu'on a aménagée, on a aménagé notre garage en salle de sport, donc voilà. Et sinon non, j'ai quelque chose à côté et mon travail en fait me permet de me dégager du temps pour travailler sur mes projets à côté.
Bon, c'est un peu chargé, mes journées sont un peu... j'ai un emploi du temps chargé, mais bon, j'arrive quand même à m'en sortir, donc voilà. Et puis on passe tous par là. Donc voilà pour cette question. 4e question. J'aimerais savoir les études que je dois faire pour devenir coach sportif. Alors, si tu fais comme moi, par exemple, moi j'ai fait un BPGEPS AF, activité de la forme, et je l'ai fait en 1 an. Donc j'ai commencé par faire des tests d'exigence préalable. De toute façon, tu es obligé de les passer. Et si tu les réussis, ensuite tu peux repasser des tests dans l'école que tu veux intégrer. Donc ça, je pense que c'est le moyen le plus simple de devenir coach en 1 an du coup. Ou sinon tu peux faire STAPS, donc tu vas à la fac. Et là, bon, c'est un peu plus long. Tu as le temps de voir beaucoup de choses. Et c'est vrai qu'en 1 an en BPGEPS, si tu regardes pas à côté, si tu prends pas le temps de faire tes recherches, de t'informer finalement, franchement, on voit pas beaucoup de choses en 1 an, quoi. Donc voilà, faut vraiment faire le curieux, essayer de chercher autre chose, de lire des livres, vraiment essayer de t'informer au maximum. Parce que 1 an, c'est pas suffisant. Et puis même côté anatomie, on voit des choses, mais t'as pas le temps de les intégrer en 1 an. On va dire que c'est trop rapide, quoi. Mon conseil, choisis le cursus que tu veux. Si tu veux aller à la fac, va à la fac. Tu verras certainement beaucoup plus de choses. Et puis si tu veux aller un petit peu plus rapidement, disons que tu veux pas, tu veux faire un BPGEPS, va faire un BPGEPS, mais je te conseille de t'informer à côté de lire des livres et voilà, t'instruire toi-même. Question numéro 5. Depuis combien de temps t'entraînes-tu et à quelle fréquence? Je m'entraîne depuis que je suis en première. J'ai commencé en première. Donc en première, j'avais à peu près 15 ans, un truc comme ça. 15-16 ans et j'en ai 23. Donc ça fait 7 ans. Ça fait 7 ans que je m'entraîne. J'ai commencé en faisant de la musculation. C'était au lycée, mais comment ça s'appelait déjà? Mince, ça s'appelait... Je ne me rappelle plus. Je ne me rappelle plus, mais c'était un truc au lycée. Et j'y allais tous les midis. Et ensuite, je suis partie faire un BTS tourisme au Sable. Et ensuite, je ne pouvais plus m'entraîner, donc je m'entraînais au poids de corps et je courais toujours. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis revenue, je suis partie en psycho et là, je me suis mis à fond à la muscu, je faisais que ça. Puis courir en plus. Donc voilà, et en fait, ouais, j'ai jamais arrêté depuis le lycée. Donc 7 ans. À quelle fréquence par contre? Là, en ce moment, j'ai 4 entraînements par semaine. Mais je faisais minimum 3 entraînements depuis le début de toute façon. Minimum 3 et maximum, je suis montée à 5-6 entraînements par semaine, quoi. Je me laissais au moins un petit jour de repos. Mais maintenant, là je suis à 4 entraînements actuellement. Donc là, c'était la question numéro 5, donc nous arrivons à la question numéro 6. Quels sont tes points faibles sportivement? Mes points faibles. Déjà, je pense que j'ai plus de mal avec les mouvements poussés que les mouvements tirés. Je suis plus forte sur les mouvements tirés. J'ai toujours galéré avec les mouvements poussés. Donc je sais que mon point faible, ce serait plus les mouvements poussés, par exemple. Ensuite, la coordination. Ah là, j'ai beaucoup de mal avec la coordination, c'est fou. Et puis je dirais, je vais donner un point faible qui me suit aussi dans ma vie de tous les jours, c'est pas que sportivement. C'est que j'aime avoir des résultats rapidement. Alors ça, c'est un truc... je travaille au quotidien sur ça, mais c'est compliqué parce que je veux toujours progresser, donc c'est bien. Mais du coup, en fait, si par exemple je m'entraîne et je vois que, par exemple dans ma tête, je m'étais dit je vais réussir à faire ça aujourd'hui et j'y arrive pas, ça m'énerve et ça impacte beaucoup. Ça a trop d'impact sur ma journée après et c'est capable de me foutre ma journée en l'air juste parce que finalement j'ai pas réussi à faire ce que je voulais en termes de performance parce que je vais aller trop vite en fait, tout simplement. Donc ça, c'est un peu compliqué, je suis un peu trop déterminée parfois et ça me coûte, des fois ça me met le moral à zéro alors que ça devrait pas autant impacter ma journée. C'est pas grave, si je progresse pas ce jour-là, je progresserai plus tard, mais franchement, ça a beaucoup d'impact. Donc je dirais que je suis trop impatiente, je suis trop dure avec moi-même et je veux aller trop vite, quoi. Ça, c'est un gros défaut. Donc j'y travaille, mais c'est dur, en vrai. C'est vraiment dur. Question numéro 7. Qu'est-ce qui t'a conduit à t'intéresser à pratiquer la calisthénie? Alors,
Eh bien, tout simplement, quand j'étais à Bordeaux en formation, j'ai rencontré mon copain. Et lui, du coup, il fait de la calisthénie maintenant depuis peut-être 4 ans, je crois. Un truc comme ça. 3-4 ans. Et en fait, en formation, il en faisait déjà. Et moi, je connaissais pas du tout. Tout ce qui est handstand, tout ce qui est figure et tout, je connaissais pas du tout. Et du coup, en fait, j'ai commencé à m'y intéresser parce qu'il en faisait et parce que je trouvais ça trop stylé, tout simplement. Donc ouais, c'était quand j'étais en formation à Bordeaux. Ensuite, question numéro 8. Quelles sont les figures que tu as acquises en premier? Alors, les figures que j'ai acquises en premier, c'est le L-sit. Parce que pour moi, c'est le plus simple. Franchement, c'est la figure la plus simple à apprendre. Donc ouais, j'ai commencé par le L-sit. Question numéro 9. Es-tu diplômée pour l'haltérophilie? Alors, je réponds après. Du coup, oui, je suis diplômée pour l'haltérophilie. Quand j'étais en formation, on avait plusieurs UC, ça s'appelle. Donc, c'était plusieurs examens. Et j'avais une partie pratique théorique sur l'haltéro. Donc pratique, on devait tirer au sort entre réaliser un mouvement, donc soit l'arraché ou l'épaulé jeté. Je suis tombée sur l'épaulé jeté. Dieu merci, parce que l'arraché, c'était trop dur. Voilà, on en revient au même point, la coordination. En fait, c'est des mouvements hyper techniques, l'haltéro. Et en fait, t'as besoin de coordination. Et moi, j'avais trop de mal avec ça. J'ai mis toute l'année à apprendre à faire l'arraché. J'ai trop galéré. C'était chaud. Et en fait, pendant l'examen, ils chargent ta barre en fonction de ton poids. Et puis après, le but, c'est de réaliser. C'était 2 fois, je crois. 2 fois l'épaulé jeté. Et la partie théorique, il fallait que je coache quelqu'un. Donc, il y avait quelqu'un en face de moi. Il fallait que je lui montre, que je le coache en haltérophilie. Donc, sur les mouvements, par exemple, soit l'épaulé jeté, soit l'arraché. Il fallait que je lui montre le bon placement, les étapes d'exécution, la technique, etc. Et puis voilà. Donc en fait, il y avait une partie théorique et une partie pratique. Et je l'ai eu aussi, donc oui, je suis diplômée pour l'haltéro aussi. Ensuite, question numéro 11. Quel sport faisais-tu plus jeune? Toute petite, j'ai fait plein. J'ai fait des sports, mais pas longtemps. J'ai fait à peu près 1 an à chaque fois. À chaque fois, je changeais. J'avais beaucoup de caractère quand j'étais petite. C'était très difficile et en fait quand j'arrivais pas dans un sport, j'arrêtais. Voilà. Donc ça m'énervait, je m'énervais contre moi-même et j'arrêtais complet. Donc j'ai fait de l'équitation, je prenais des cours, j'en ai fait pas mal de temps. Je ne saurais pas dire combien de temps franchement, mais je prenais des cours 2 fois par semaine ou 1 fois par semaine. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait de la GRS pendant 1 an. Et j'ai fait de la danse moderne jazz pendant 1 an aussi. Après j'ai arrêté, j'ai plus fait loisirs, je fais du théâtre et tout, mais ça n'a rien à voir avec le sport. Et puis après c'est la muscu quand j'étais au lycée. Ensuite, on en est où? Question numéro 11. C'est quoi ton max en traction, dips et pompe? Mon max en traction, je crois que je l'avais testé en juillet, j'avais mis d'ailleurs un post Insta. En juillet, je faisais 10 tractions, presque 11, la 11e elle passait pas, j'étais vraiment pas loin. Là, ça fait un petit moment que j'ai jamais retesté en fait. Je pense que là, je passe les 11 et que je vais au-delà. Et ensuite, les dips, j'en sais rien. Je pense que je suis à 10, entre 10 et 15 par là. Et au niveau des pompes, je me rappelle avant, je faisais plus de 30 pompes. J'arrivais, entre 30 et 40 pompes, mais je touchais pas le buste au sol. Donc, c'était pas des vraies pompes. Maintenant, je pense que vraiment clean, je dois en faire entre 15 et 20. Vraiment clean, des pompes. Je retesterai d'ailleurs mes max après mon cycle de force, que là, je fais un cycle d'hypertrophie. Et je le termine d'ailleurs, et je vais arriver dans mon cycle de force. Et je pense qu'à la fin de mon cycle de force, là, je retesterai mes max et je saurai si j'ai gagné quelques reps. Quelle est ton alimentation? Question numéro 12. Donc mon alimentation, je suis végétarienne, ça va faire plus de 2 ans. Quand j'ai été chez mes parents, toute mon enfance, j'ai mangé de la viande. C'était pas mon choix forcément, je mangeais juste parce que ma mère cuisinait forcément. Et puis en fait, quand j'ai quitté la maison, donc j'avais 17 ans, là j'ai commencé à faire les courses et tout, et au final, j'avais pas plus que ça envie de manger de la viande. Je mangeais du poisson parce que j'aimais bien le poisson, plus que la viande. Et après, à la fin, je pense que vers 18-19 ans, j'ai enlevé la viande parce que je voulais plus manger de viande. Je m'intéressais aussi, j'essayais de regarder un peu. Je regardais plein de recettes de cuisine. J'aimais bien cuisiner, donc voilà, je regardais un peu des alternatives.
Quand je repense à quand j'étais plus jeune, je me dis que ça a grave de sens parce que quand j'étais plus jeune, j'ai toujours été impactée. En fait, ça me faisait du mal de voir que les gens faisaient du mal aux animaux. Et parfois, pour donner un petit exemple, ma grand-mère, en fait, elle avait des lapins, des poules, des oies chez elle et tout. Et elle les gardait chez elle, elle leur donnait à manger, etc. Puis à un moment, elle les tuait. Et moi, je voyais ça. Et en fait, ça m'a trop traumatisée et tout. Ça me faisait trop de peine. Enfin, j'avais trop de mal à m'en remettre, en fait. Pareil, mon père, il pêche. Et à chaque fois, à la pêche, le fait de voir les poissons sortir de l'eau, en train d'agoniser et tout, je peux pas, quoi. Je pouvais pas. Même, non, franchement, affreux. Trop sensible à ce truc-là. Et franchement, ouais, c'est pour les animaux principalement que je suis végétarienne. Et en fait, ouais, je me dis que toute petite, ça se voyait. De toute manière, je détestais qu'on fasse du mal aux animaux. Je pouvais pas, rien dire et rester comme ça. Non, bref, impossible pour moi. Voilà pourquoi le fait que je sois végétarienne a beaucoup de sens. Ensuite, question numéro 13. As-tu prévu des vidéos du genre What I Eat in a Day? Pourquoi pas. Pourquoi pas. Je n'ai pas prévu spécialement de faire ce genre de vidéo, mais pourquoi pas si vraiment ça vous intéresse. Je peux faire ce genre de vidéo. Surtout que j'adore cuisiner, donc ça peut être pas mal aussi. De donner quelques petites recettes. Question numéro 15. Tu as fait une série sur le handstand. Comptes-tu faire une série sur le press to handstand? Eh ben, ce serait bien, mais quand j'aurai le press to handstand, par exemple, parce que je m'entraîne pas pour, déjà, je m'entraîne déjà à avoir mon handstand à tous les coups. Donc non, ça viendra, mais quand je l'aurai. Question numéro 16. Qu'est-ce que t'as apporté 2020? En vrai, j'ai vraiment tenu... j'ai fait le point d'ailleurs sur 2020 déjà, alors que l'année n'est pas terminée. Mais 2020 m'a appris à ne pas avoir d'attente. Ça, c'est un truc de ouf, parce qu'en fait, à chaque fois que je fais quelque chose, ou à chaque fois que quelque chose est prévu, j'ai toujours des attentes, en fait. Et je me projette beaucoup, je suis quelqu'un qui réfléchit énormément. Et du coup, en fait, j'ai toujours des attentes. Donc, que ce soit envers les gens, j'en avais beaucoup, mais ça, j'ai beaucoup travaillé là-dessus parce que, voilà, c'est pas bien d'avoir des attentes envers les gens. Et j'avais des attentes à chaque fois que je faisais des choses. Je m'imaginais trop de choses. Et en fait, quand ça se passait pas comme prévu, t'es déçu, forcément. Et ça, je l'ai appris quand je suis partie en voyage. J'ai fait mon premier... Non, c'est pas notre premier voyage avec Alexis, c'est notre deuxième voyage, mais quand on est parti en Asie, on est parti à Bali, je m'attendais à ce que ce soit différent, à ce qu'on fasse peut-être plus de choses, à ce qu'on découvre plus, etc. Et peut-être à me sentir mieux, parce que je suis partie, je me sentais pas bien, dans ma tête, dans mon corps et tout, j'étais un peu perdue en fait. Et je m'attendais à être heureuse là-bas. Et en fait, non, si t'es pas heureuse là où t'es actuellement, tu seras pas heureuse ailleurs en fait. Si t'es pas heureuse là tout de suite maintenant dans ta maison, si tu pars en voyage, oui, ça peut être cool de partir en voyage, mais voilà, tu seras pas plus heureuse en fait. Donc en fait, ça c'est un truc qui m'a beaucoup, j'ai beaucoup appris de ce voyage. Je me suis dit, mais n'aie pas d'attente en fait. Juste vis le truc comme il vient et voilà, accepte. Si ça se passe bien, trop cool, ça se passe bien. S'il y a des imprévus et tout, c'est pas grave, ça fait partie du voyage. Donc voilà, j'ai beaucoup appris là-dessus et du coup, parfois quand il y a des choses qui se passent pas comme prévu dans ma journée, j'essaie de me raisonner, de me dire c'est pas grave si ça se passe pas comme tu as prévu, accepte, ce sera différent demain et voilà. Et voilà, 2020, disons que ça m'a appris à lâcher prise un peu plus. Mais je travaille toujours là-dessus parce que c'est pas acquis encore. Donc voilà. Question numéro 17. Musculation ou street workout? Alors, les deux, j'ai envie de dire. Les deux, parce que je pratique les deux. Bien que là, je sois quand même sur un cycle d'hypertrophie. Donc, je travaille pas des figures spécifiquement. Ou voilà, mis à part que je travaille le handstand. Je le fais toujours, le handstand. Mais moi, je dirais les deux, en fait. Les deux sont importants. Par exemple, quand tu fais du street, il y a des mouvements sur lesquels, par exemple, avant de passer au street, pour moi, c'est important de faire de la musculation pour déjà avoir une conscience, avoir conscience de ton schéma corporel, c'est hyper important. Parce que il y a plein de mouvements où il faut que tu engages un peu plus des muscles, etc., en street, par exemple. Et je pense que quand tu n'as pas une conscience de ton schéma corporel, que tu ne connais pas ton corps, c'est difficile de quand même commencer le street. Donc pour moi, c'est important de commencer la musculation avant. Les deux sont tout autant importantes. Après, voilà, le street workout, c'est un style d'entraînement.
Mais pour moi, la musculation est quand même très importante avant de commencer le street. Nous sommes arrivés à la question numéro 18. Quel est mon plus grand rêve? Mon plus grand rêve, eh ben, en fait, c'est déjà de vivre de ce que je fais. Vraiment ma passion. Donc coacher, continuer de faire, de toute façon, se faire du sport, j'en ferai toute ma vie, c'est sûr. Mais coacher de plus en plus de monde. Réaliser le rêve des gens, enfin les aider à réaliser leurs rêves, vraiment ça m'impacte trop. Je veux trop aider les gens en fait, c'est puissant. Donc vraiment je pense que c'est ça, ce serait de coacher de plus en plus de monde, de vivre pleinement de ce que je fais et puis pouvoir voyager où je veux et voilà, continuer d'apprendre, d'évoluer, de devenir de plus en plus forte. C'est pas un rêve qui est très très fou mais vraiment c'est ce que je veux dans ma vie. Question numéro 19. T'as la traction à un bras comme Elio. Tu voudrais apprendre. Donc non, j'ai pas j'ai pas la traction à un bras. Oui, je voudrais apprendre, mais j'ai des objectifs qui sont, on va dire, plus réalisables pour moi avant. Mais oui, pourquoi pas. Enfin, bien sûr, de toute manière, ce que je veux, c'est évoluer de plus en plus dans le sport. Donc mes objectifs continueront de grandir. Et oui, un moment, c'est sûr que j'apprendrai la traction à un bras. D'ailleurs, quand j'y arriverai, ce sera ouf. Ensuite, question numéro 20. Comment arrives-tu à tenir en L-sit? Moi, je tiens que 10 secondes, un conseil. Bon, déjà, 10 secondes, c'est pas mal. Un conseil, moi, je te conseillerais déjà de travailler ta compression abdominale, ta souplesse au niveau des ischios, travaille ta souplesse en général. Et puis, travaille tout ce qui est dips à fond, enfin, poids de corps. Travaille tout ce qui est mouvement poussé, parce que c'est hyper important. Travaille ta compression abdominale et travaille ta souplesse au niveau des ischios. Mes 3 conseils. Ensuite, question numéro 21. Le street workout pour une femme qui a des kilos en trop, c'est bien ou pas? Ça dépend de combien de kilos tu as en trop. Si c'est après, ça dépend aussi ce que tu appelles avoir des kilos en trop. Est-ce que tu es en surpoids? Est-ce que tu as juste est-ce que c'est toi qui te trouve qui trouve que tu as des kilos en trop, mais ça se trouve tu n'en as pas par rapport à ta taille, etc. Ça dépend en fait, ça dépend de ton poids, ta taille et tout. Après, si on prend une personne qui est en surpoids, moi je pense que c'est pas conseillé de commencer le street. Il faut déjà axer l'entraînement sur la perte de poids avant. Parce que tout simplement, quand tu fais du street ou quand tu fais de la musculation, enfin plutôt quand tu fais du street, c'est des mouvements au poids de corps. Et déjà, tes articulations, elles prennent très très cher au départ. Donc si tu as du poids en plus, c'est dangereux pour tes articulations, les tendons, etc. Donc je pense que c'est mieux déjà de perdre du poids avant de commencer le street. Après, voilà, encore une fois, je te dis, je ne sais pas ton poids, ta taille, etc. Donc je ne peux pas te dire si ça se trouve, c'est toi qui penses que tu as des kilos en trop. Mais voilà, tu peux peut-être commencer, tout dépend de toi finalement. Question numéro 22. Comment vite récupérer naturellement après une séance d'entraînement intense? Récupérer le plus vite possible, disons. Alors déjà, sois pas trop impatient, parce que c'est bien de laisser ton corps récupérer comme il peut. Faut pas aller trop vite. Et puis, sinon, le meilleur moyen, c'est tout ce qui est cardio, donc tout ce qui est marcher, aller marcher, ça fait du bien, ça permet de récupérer, marcher rapidement. Les rouleaux de massage, ils sont super bien aussi pour récupérer. Après, j'ai jamais testé, donc ça après c'est bon. D'ailleurs, je sais pas si je vais en parler, mais tout ce qui est douche froide et tout, c'est hyper bien pour accélérer le flux sanguin et du coup la récupération. C'est pas mal pour la récupération. Voilà, donc je dirais rouleau de massage, du cardio et puis les douches froides. Question numéro 23 et ce sera la dernière. Combien de fois par semaine travailler en fin d'amplitude pour gagner en souplesse? Minimum 3 fois par semaine. Il faudrait que ça dépend ce que tu travailles, ce serait bien de l'intégrer dans tes séances d'entraînement. Surtout si tu travailles en fin d'amplitude, si tu travailles les renforcements, tu peux l'intégrer totalement dans ta séance d'entraînement, quoi. Donc voilà pour toutes ces questions, j'ai répondu à plus de 20 questions, 23 questions. Donc j'espère que ça vous a permis d'en savoir un peu plus, déjà sur moi, d'en savoir un peu plus sur le sport en général. J'aime bien ce format parce que ça permet de parler, d'échanger disons. Et c'est un peu plus spontané, je réponds plus spontanément. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire si vous aimez ce format, si ça vous plaît
que je parle un peu plus spontanément, que je vous exprime un peu, je vous expose ma vision des choses. En tout cas, ça m'a fait plaisir de répondre à toutes ces questions. Et puis, un grand merci encore une fois à toutes les personnes qui me suivent. Ça me fait super plaisir, ça me booste trop pour la suite. Je vous souhaite bon courage pour les entraînements et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. À très bientôt. Ciao!